Nous allons continuer l'étude des types de données en Java. Et nous allons plus précisément nous focaliser sur la manipulation des chaînes de caractères. Encore une fois, j'ai préparé un petit exemple mettant en œuvre les différents concepts que je souhaite vous présenter dans ce tuto. Donc, nous avons ici une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères est introduite par une double guillemets et se termine par le même caractère. J'ai stocké cette chaîne dans une variable message, elle est typée string. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les tutos précédents, mais tous les types que nous avions étudiés jusqu'à présent, int, char, double, float et ainsi de suite, étaient systématiquement écrits en minuscules. C'était des mots-clés réservés du langage et ils étaient affichés en couleur. Là, il n'y a pas de couleur, c'est écrit en noir et qui plus est, on commence par une majuscule. Quand vous avez un type comme ça qui commence par une majuscule, comme système ici, c'est que nous avons affaire à une classe. Une classe, c'est un ensemble de fonctionnalités qui va nous être fourni par la librairie standard Java. Alors notez, dans cette chaîne de caractères, j'ai mis des caractères assez classiques, mais j'ai quand même utilisé la syntaxe Unicode que nous avions vu lors du tuto précédent sur la manipulation des chars pour introduire un caractère un peu particulier. Ici, le caractère 03C0, exprimé en hexadécimal, c'est un pi en minuscule pour être plus précis. Du coup, regardez, à ce niveau-là, j'affiche ma chaîne de caractères. Très bien. Je lance ce programme et donc, nous avons bien la chaîne qui s'affiche sur la console. Notez ici le caractère pi que nous souhaitions avoir. Très bien. Maintenant, il faut savoir, le langage Java vous fournit un certain nombre d'opérateurs. Il vous en fournit deux, en tout cas pour la manipulation de chaînes de caractères. Donc ici, je déclare une chaîne de caractères, elle s'appelle start, et elle contient le mot start. Et notez, premier opérateur qui travaille sur des chaînes de caractères. Ici, le plus, il permet de faire une concaténation. Je vais concaténer à cette chaîne-là le contenu de celle-ci. Ça va me générer une nouvelle chaîne que je restocke dans start. Donc normalement, ça va faire start espace after. Notez, cette syntaxe aurait pu être compactée. C'est ce que je fais ici. J'utilise l'opérateur plus égal. Plus égal fait à la fois la concaténation de start et de end, mais fait aussi l'affectation finale dans start. Du coup, à ce niveau-là, j'affiche ma chaîne. Regardez, je sauvegarde ce petit exemple. Je relance le programme dans la console et donc j'ai bien start, after, end. Très bien. Alors, pour information, le fait de faire des concaténations de chaînes de caractères comme ça, c'est pas forcément une bonne idée en termes de performance. Nous avons des classes particulières, notamment string buffer et string builder, qui permettent d'optimiser ces manipulations. Je reviendrai sur ces sujets-là dans un prochain tuto. Maintenant, il y a un concept très important qu'il va falloir assimiler. Il y a un point très important qu'il faut que vous ayez en tête dès lors que vous allez manipuler vos chaînes de caractères. Il faut savoir qu'une chaîne de caractères, une fois qu'elle a été instanciée, une fois qu'elle a été mise en mémoire, elle ne peut plus être modifiée. On peut produire d'autres chaînes de caractères, mais l'original ne peut plus être modifié. Pour comprendre ça, regardez, j'ai commencé ici à taper quelques petits exemples. Je reprends ma chaîne d'origine, la chaîne qui était ici. Celle-ci est écrite avec à la fois des lettres en minuscules, mais aussi des lettres en majuscules. Très bien. Maintenant, cette variable, comme elle est typée string, en vérité c'est un objet basé sur la classe string. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle porte des fonctions, si vous voulez, on parle plutôt de méthodes, mais pour vous c'est quasiment comme des fonctions, si vous voulez. Et donc elle porte des fonctions diverses et variées. Regardez, je me suis mis derrière le point et j'ai tapé CTRL espace. J'ai donc ici la liste des méthodes qui me sont proposées. Comme on peut le voir, il y en a un certain nombre. Ces méthodes permettent de faire un certain nombre de traitements sur ces chaînes de caractères. Par exemple, le toUpperCase permet de transformer une chaîne de caractères en majuscule. Mais comme je vous disais il y a 2 secondes, on ne peut pas modifier une chaîne. Donc c'est pour ça que toUpperCase s'applique sur une chaîne de caractères, mais renvoie en sortie une nouvelle chaîne de caractères. Cette nouvelle chaîne de caractères, je la stocke dans une variable que j'ai appelée upper, et j'affiche ici ma chaîne de caractères.
Dans le même ordre d'idée, j'aurais pu faire un to lowercase qui aurait converti ma chaîne de caractères en minuscule. Ce que je fais ici, c'est que je réaffiche la chaîne d'origine. C'est vraiment pour vous prouver qu'elle ne va pas être altérée ni par cet appel-là, ni par cet appel. La chaîne d'origine, on n'y a pas touché. Par contre, on a produit deux nouvelles chaînes, upper et lower. Alors, petite parenthèse, on avait mis ici un caractère particulier, c'était notre pi. Notre pi était écrit en minuscule. On peut se poser une question, hein, c'est le to uppercase, il va marcher, y compris pour les lettres non standards, non classiques. Eh bien, regardez, je lance notre programme et la réponse est oui. Le to uppercase est capable de marcher sur n'importe quelle lettre de n'importe quel alphabet. Qu'on parle de notre alphabet classique, d'un alphabet grec, cyrillique, arabe ou autre. Dès lors que les lettres peuvent être mises en minuscule ou en majuscule, ces fonctions-là sauront travailler et effectuer la transformation souhaitée. Parfait. J'ai ici quelques autres exemples, notamment ici je calcule une sous-chaîne. Alors encore une fois, hein, on ne va pas modifier la chaîne d'origine, mais on va produire une nouvelle chaîne. Alors le substring marche un petit peu bizarrement. Il faut donner ici l'indice du premier caractère à extraire. Alors si on reprend notre chaîne message, on avait notre chaîne. On a ici la position 22. Alors il faut savoir que les positions commencent à 0. Ça c'est le caractère à la position 0. Donc là nous avons le caractère à la position 1, puis ainsi de suite, à 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à arriver ici. Ça c'est la position 22. Si vous ne me croyez pas, recomptez les caractères. Très bien. Donc c'est notre position de départ. Et nous avons ici la position d'arrivée. Mais regardez, si ça c'est le caractère 22, là nous avons le 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Le E est en position 28. Alors ce qu'il faut noter, c'est que le deuxième paramètre qui est ici, ce n'est pas l'indice du dernier caractère. C'est l'indice de celui qui suit le dernier que vous voulez extraire. Donc là, je veux extraire Unicode, avec le E compris. Donc il faut que j'aille à ce niveau-là, un caractère plus loin. Donc il a fallu que je donne l'indice du blanc, si vous préférez. Normalement, on est capable de récupérer cette sous-partie au niveau de notre variable. On vérifie, regardez, je sauvegarde, autant pour moi, je sauvegarde et je relance l'application. Impeccable. Le point d'exclamation vient d'ici. Hein. C'était vraiment pour vous montrer que je n'avais pas sorti le blanc. Hein. Il est directement collé au E. Très bien. Les quelques lignes qui suivent font encore une autre manipulation. Hein. Je vais reprendre ma chaîne de caractères d'origine, toujours la même, et je vais splitter, je vais découper, si vous préférez, la chaîne en sous-chaînes. Et on va découper à chaque fois qu'on va rencontrer un blanc. Du coup, ça va générer un tableau de chaînes de caractères. Dans ce tableau, le premier élément, ça devrait être this. Le deuxième élément, c'est is, e, string, with, Unicode, caractère, et puis à la fin, il devrait lire ce dernier morceau de chaîne de caractères. Pour vérifier si tout fonctionne bien, notez que ici, j'ai fait une boucle. Alors c'est un for each. C'est-à-dire pour toutes les entrées qui sont stockées dans parts, je vais les récupérer une à une, et une à une, je vais les appeler str. Après, vous voyez ici, je fais l'affichage de ma chaîne suivi d'un séparateur. À la fin, je force un retour à la ligne. Regardez, je lance ce programme-là, et donc on a bien this, is, le caractère A, string, with, Unicode, characters, tout fonctionne bien. Donc on a bien été capable de découper la chaîne en sous-chaînes. Par contre, comprenez encore une fois que le message n'a pas été touché. On a produit un nouveau tableau de sous-chaînes. Alors juste pour info, petite parenthèse, si vous retapez cet exemple-là, le for, ne le tapez pas complètement. Vous faites for, CTRL espace. Notez que ici, on a l'assistant for each qui est capable de générer un for each sur une collection. Et si vous voulez, quand vous allez l'utiliser, il va se poser une question, c'est quelle est la collection la plus proche de lui? La collection la plus proche de nous, l'ensemble le plus proche, c'est ce tableau-là. Donc regardez, il se propose de me générer le for each directement à partir de parts. Donc auto-générez-le, hein, ça évite les fautes de frappe. Et puis ça vous permet d'être un petit peu plus efficace aussi.
Très bien. Et puis j'ai encore fait un exemple ici qui cette fois-ci essaye de faire un remplacement d'une chaîne par une autre chaîne. Alors attention, le replace, regardez bien, il remplace toutes les occurrences d'une chaîne de caractères par la seconde qui est passée en remplacement. Donc a priori, je vais remplacer string par truc. Alors effectivement, dans ma chaîne, je n'ai qu'un seul string, mais si j'en avais eu plusieurs, croyez-moi sur parole, toutes les occurrences auraient été remplacées. Encore une fois, le replace ne peut pas modifier la chaîne d'origine, donc il me produit une chaîne en sortie qui est la nouvelle chaîne avec le remplacement. Je sauvegarde, je relance cet exemple, et nous avons donc bien notre nouvelle chaîne avec string qui a été remplacée par truc. Très bien. Alors, les exemples qui suivent, j'ai essayé de vous montrer les possibilités qu'on a de transformation entre les types numériques, les flottants, les entiers, et le type chaîne de caractères. J'ai d'abord regardé comment transformer une chaîne en numérique, et puis après je regarde les possibilités de transformation d'un numérique en chaîne. Alors on va commencer donc par transformer la chaîne strValue qui contient la chaîne 1, 2, 3 en une valeur numérique. Donc on se doute, normalement on devrait récupérer la valeur 123. Et bien pour faire ce travail, on va, pour chacun des types que vous souhaitez manipuler, ici je l'ai fait avec deux types. J'ai travaillé avec les int, les entiers, et avec un double, un flottant double précision. AInt est associé à une classe, c'est la classe integer. ADouble est associé à une autre classe, c'est la classe double. Notez que là, ici, vous avez D minuscule pour le type et un D majuscule pour la classe. Ici, les choses sont un petit peu différentes parce que le nom a été mis en entier. C'est le cas pour quelques autres types. Regardez, pour le type float, j'ai la classe float. Pour le type char, là par contre c'est comme integer, j'ai la classe charactère, nous l'avions vu dans le tuto précédent, et ainsi de suite. Très bien. Donc à partir de là, chaque classe associée à un type primitif de Java fournit un certain nombre de méthodes. Nous avons ici notamment les méthodes de transformation de chaîne vers le type considéré. Donc un parseInt accepte une chaîne de caractères en paramètres et vous produit une donnée typée int. Bon, du coup, on aura un double.parseDouble. On peut imaginer aussi un float.parsefloat et ainsi de suite. Pour vérifier si tout marche bien, je reprends ma valeur value et ma variable value2 et j'essaye de les afficher à ce niveau-là. Est-ce que cela fonctionne ? La réponse est oui. Donc ça, c'est pour transformer une chaîne vers un numérique. Maintenant, je fais l'opération inverse et là, je m'y suis pris de différentes manières. J'ai trois manières là pour travailler. Regardez, je repars de value et value2, donc les valeurs numériques entières et flottantes que nous avions calculées. Et le but, c'est de régénérer une chaîne de caractères. Première solution, ici vous avez vu, je prends value et je le concatène à une chaîne. Voire la chaîne vide, pourquoi pas. À partir du moment où vous avez une concaténation avec une chaîne, value va être transformé automatiquement en chaîne pour pouvoir produire le string final. Notez ici que je fais une concaténation avec un blanc pour séparer. Et puis là, j'utilise une autre possibilité. Toujours sur la classe double qu'on a présentée il y a quelques instants, j'utilise la méthode toString. Bon, son nom est assez clair. Elle transforme la valeur numérique en une chaîne de caractères. Ici, je prends value2, et donc normalement, il aura été concaténé parce que transformé en chaîne de caractères à notre chaîne finale. Notez que j'affiche la chaîne finale. On vérifie. Et donc, a priori, tout marche correctement. Donc là, on vient de voir deux possibilités. Soit une concaténation avec une chaîne vide, ça produit un string. Soit l'appel à toString sur la classe associée au type considéré, ça produit aussi une string. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les concaténations peuvent être problématiques en termes de performance. On verra un petit peu plus tard qu'on a d'autres possibilités pour faire des concaténations de ce type-là. Je vous en reparlerai. Parfait. Et la dernière façon que je voulais vous proposer pour transformer un numérique en une chaîne de caractères, c'est soit un système.out.printf,
soit un string.format. Ça marche à peu près pareil. Le système.out.printf envoie directement sur la console, alors qu'un string.format produit une nouvelle chaîne de caractères. Dans les deux cas, ce qu'on va passer en premier paramètre ici, c'est le format souhaité. Comme il y a 2 caractères pour cent, ça veut dire que je vais injecter 2 variables. Mes 2 variables, vous voyez, elles sont définies à la suite. Encore une fois, c'est value et value2. J'affiche la chaîne finale. On regarde. Effectivement, on a bien nos données qui ont été transformées en chaîne de caractères. Alors, notez néanmoins que là, c'est un petit peu plus subtil que les exemples précédents. Au niveau des formatages, ici, j'ai pas mal de possibilités qui me permettent de contrôler la manière dont je veux injecter la variable. Par exemple, value actuellement contient 123. Je pourrais, si je le souhaitais, lui dire que je veux donc injecter ma variable sous forme d'entier dans la chaîne de caractères, mais en la formatant sur 5 digits. Alors 123, c'est inférieur à 5 digits. Du coup, il va faire du padding avec du blanc. Regardez bien. Je sauvegarde, je relance l'exemple. Et donc cette fois-ci, on a le 123 qui est bien là, mais devant, il y a 1 et 2 blancs. Je peux même contrôler le caractère qui est ici pour le padding. Si je mets un %0,5D, je lui demande de faire du remplissage avec un 0, du padding avec le 0. Et regardez, du coup, j'ai 0,0123. Donc on est bien sur 5 digits pour cet entier-là. Très bien. Le %f, c'est pour une valeur flottante. Et par exemple, je peux mettre un 5.2f. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la partie décimale, je veux 2 digits. Donc normalement, il devrait garder que le 14. Il va faire un arrondi, mais comme derrière on a 15, ça va être arrondi à 14. Très bien. Le 5 qui est ici dit que je veux que ma chaîne utilise au total 5 caractères. Mais avec le point compris. Donc je veux 2 caractères pour la partie décimale, le point, donc ça veut dire qu'il me reste 2 caractères pour la partie entière. Regardez, je vais mettre ici un crochet devant, un crochet fermant derrière. Ça, c'est juste pour bien vérifier le nombre de caractères qu'il va produire. Eh bien, regardez, ici, j'ai bien un blanc, un 3, donc ça fait déjà 2. La virgule, ça fait 3. Et les 2 digits derrière, ça fait bien 5 caractères. Je contrôle le nombre de caractères total. Souvent, les gens pensent que ici, c'est le nombre de caractères pour la partie entière. C'est faux. C'est le nombre de caractères total. Point compris. Bon, comme tout à l'heure, si je fais un 0,5.2f derrière mon %, du coup, je lui demande de remplir avec des zéros. Bon, du coup, j'ai 0,3,14. Bon, en vérité, ici, on a un formalisme qui est assez poussé. On peut faire pas mal de choses et pour un certain nombre de types de données. Je reviendrai dans un prochain tuto sur toutes les possibilités qu'on a à ce niveau-là. Très bien. Donc, au terme de ces quelques manips, on sait maintenant transformer une chaîne en numérique, un numérique en chaîne. Très bien. Maintenant, je veux insister sur un dernier point assez problématique, et si on ne le connaît pas, on fait souvent des petites bêtises, c'est comment comparer des chaînes 2 à 2. Alors regardez, je vais décommenter ces quelques lignes, et donc ici nous créons une première variable, elle s'appelle str1. Elle contient la chaîne Toto. Très bien. str2 contient Tata, str3 contient encore une fois Toto. Ici, je cherche à voir si str1 est égal à str2. Bon, normalement, ce n'est pas le cas. Ça devrait renvoyer false. Ici, je cherche à savoir si str1 est égal à str3. Comme ça, a priori, à première vue, on aurait envie de dire Toto et Toto, c'est bien 2 chaînes identiques. Ça devrait renvoyer true. On vérifie. Et là, comme ça, on se dit, très bien, on a tout compris. Et que nenni. Là, on s'est fait avoir en beauté. Je vous ai fait un petit piège à ce niveau-là. Ce qui s'est passé, c'est pas ce que vous pensez. Alors, pour éclaircir ces idées-là, je vais rajouter les 2 lignes qui sont ici, les quelques lignes qui sont ici. Regardez. Je vais faire un string alpha égale to et un string str4 qui est égal à alf plus alf. Donc to plus to, Toto. Question, est-ce que Toto est égal à Toto?
c'est ce que je fais ici, un str1, c'est bien lui. La chaîne de caractères faite au final, oui, c'est str4, voilà. Mais normalement, c'est elle. Très bien, on vérifie les résultats. Et là, on a un petit souci. C'est que le égal, il me dit que Toto n'est pas égal à Toto. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est vraiment fait piéger. Le égal ici, il n'est jamais allé voir le contenu des chaînes de caractères. Donc il n'a pas regardé le contenu. En vérité, vos objets sont pointés en mémoire. On a des références en Java, mais c'est l'équivalent de pointeur. Donc str1, c'est un pointeur vers un objet de type chaîne de caractères. str3, c'est aussi un pointeur vers un autre objet. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on a des constantes comme celle-ci, le compilateur, quand il va générer le point classe, il va jouer une petite optimisation. La constante, même si elle apparaît plusieurs fois dans le programme, elle va être présente dans l'exécutable qu'une seule fois. Donc du coup, ce qu'on vient de vérifier avec les manipulations là que je viens de faire, c'est que le pointeur str1 est bien égal au pointeur str3. C'est-à-dire que ces deux pointeurs-là pointent vers la même chaîne de caractères en mémoire. C'est pas que leur contenu soit équivalent, c'est que c'est une seule et unique chaîne et que les deux variables pointent dessus. Donc du coup, là, c'était une autre chaîne, elle était forcément ailleurs en mémoire, ça renvoyait false. Là, les deux pointeurs pointent au même endroit, ça renvoie true. Le truc, c'est qu'ici, on a produit une nouvelle chaîne de caractères. Cette nouvelle chaîne de caractères, elle a été produite en faisant une concaténation de taux. Donc, c'est un nouvel objet qui est ailleurs en mémoire. Donc, fatalement, il n'est pas au même endroit que la constante qu'on a définie à ce niveau-là. C'est pour ça que str1 égale str4, ça vous renvoie false. Parce que ce ne sont pas les mêmes objets. On n'en a rien à faire du contenu. Jamais on est allé voir le contenu. On dit simplement que ce sont deux objets différents en mémoire. Donc méfiez-vous, on ne compare jamais deux chaînes de caractères en faisant des égal, sans quoi vous aurez des sacrées surprises. Et la question qui suit tout naturellement, c'est comment alors compare-t-on le contenu de deux chaînes de caractères? C'est ce que je vous propose ici. Regardez, à ce niveau-là, je fais un str1, donc c'est un objet de classe string, de type string. Et la classe string me fournit une méthode qui s'appelle equals. Equals va regarder l'égalité de contenu. Il ne va pas regarder le pointeur, il va regarder les caractères qui sont derrière la zone pointée. Donc il va comparer tous les caractères des deux chaînes. Bon, str1 c'est Toto, str4 c'est Toto. Cette fois-ci, regardez, je relance l'exécutable, ça me renvoie bien true. Donc on est bien d'accord, faites attention, pour comparer deux chaînes de caractères, c'est equals, c'est la méthode equals qu'il faut utiliser. Cette méthode equals vous renvoie un booléen pour vous dire si oui ou non le contenu est bien identique. Attention à un petit point de détail, si ici vous mettez une majuscule, on a deux chaînes différentes. Donc du coup, là si je relance la chose, maintenant c'est false. Parce que j'en ai une, c'est Toto comme ça, l'autre c'est Toto avec un 2T. Notez au cas où, vous auriez aussi la possibilité d'utiliser le str1.equals in your case. Là, je lui dis ce que je veux, c'est regarder une égalité de contenu, mais sans tenir compte de la casse des lettres minuscules et des lettres majuscules. On va vérifier. Et donc là, par contre, ça me renvoie bien true. Par contre, si vous êtes sûr que tout est en minuscule, ne vous amusez pas à utiliser cette méthode. Elle coûte plus cher en termes de temps d'exécution. Celle-ci est plus efficace. Mais là, il faut vraiment qu'on ait très exactement le même contenu. Parfait. Donc au terme de ce petit tuto, donc si on refait une passe rapide, on a vu qu'une chaîne de caractères, donc ça s'introduit par des doubles guillemets. Pour récupérer une chaîne, on stocke ça dans des variables qui seront typées string. Attention à bien mettre un S majuscule, à ce niveau-là, une majuscule sur la première lettre du type. Très bien, on a des opérateurs qui sont fournis par le langage Java qui permettent de faire des concaténations de chaînes de caractères. Il faut s'en méfier, on y reviendra. À partir de là, vous avez tout un ensemble de méthodes qui vous sont proposées. J'en ai vu que quelques-unes ici, mais il y en a beaucoup plus, qui nous permettent par exemple de faire des mises en majuscules, des mises en minuscules, des extractions de sous-chaînes, des remplacements, des découpages. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucune de ces méthodes ne modifie le contenu de la chaîne d'origine. Dans tous les cas, la chaîne d'origine restera la même. Très bien. Donc à chaque fois, ça produit une nouvelle chaîne. Ensuite, on a vu qu'on pouvait transformer du numérique en chaîne de caractères ou des chaînes de caractères en numérique.
on a différentes possibilités et dans tous les cas, ça marche très bien. Et on a vu que pour comparer, ben voilà, il fallait se méfier du égal-égal, hein, et donc on compare des chaînes de caractères en utilisant la méthode equals. Très bien. Bon, ben j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à le repartager. Pour rappel, n'oubliez pas aussi que vous retrouverez l'ensemble de nos tutos Java sur notre site cours.fr. Hein. Il suffit d'aller dans la section Java. Et donc à ce niveau-là, vous avez tous les tutos. Très bien, ben je vous laisserai les revoir si nécessaire. Et puis on va se revoir très prochainement sur le tuto suivant qui lui reviendra sur un des points que j'ai présenté ici, à savoir l'utilisation de ces deux classes. Pourquoi faire des concaténations, des fois ça peut être problématique, c'est une réponse qu'on essaiera de donner, et puis on essaiera de voir pourquoi ces solutions-là sont meilleures, et puis on pourra même faire des mesures de performance pour pouvoir bien vérifier que effectivement ces techniques-là sont plus efficaces. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto.